Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De l'ouverture de compte 100% papier à l'onboarding 100% digital, Fabien Vrignon, CEO de KeyTrade Bank à Luxembourg. Le plus grand changement qu'on a pu connaître depuis l'avènement des sites internet, c'est effectivement le process d'onboarding, d'accueil des nouveaux clients pour ouvrir des comptes. Fabien a débuté sa carrière comme sales trader. Ce passionné de bourse et d'internet a travaillé pour des plateformes de trading comme Consor en France ou en Suisse au sein de la banque cantonale vaudoise chez Strateo et enfin au Luxembourg où il a pris la direction de KeyTrade Bank. Il a connu l'époque incroyable où les clients en 2000 faisaient la queue pour ouvrir des comptes auprès de Consor, la nouvelle plateforme de trading en ligne. C'était révolutionnaire à l'époque. Au travers de cette expérience, nous découvrons l'évolution de l'onboarding des clients de l'époque des ouvertures de comptes papier à l'expérience 100% digitale. Le chemin à parcourir pour les établissements pour transformer ce processus ne se fait pas sans effort. Des besoins réglementaires au changement des processus en interne, en passant par le choix des prestataires, cette transformation bouleverse les pratiques de la banque, mais améliore de manière extraordinaire les taux de conversion du fait de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Fabien. Bonjour Solène. Alors j'aimerais tout d'abord te dire un grand merci de nous accorder cette interview sur FinScale. Je regrette bien sûr que tu ne sois pas à mes côtés puisqu'on est encore en période de confinement. Je vais te demander de te présenter s'il te plaît à nos auditeurs, sachant qu'on a des auditeurs répartis un petit peu partout en Europe. On en a en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. J'en ai vu au Maroc et même aux États-Unis. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors merci, sache que tout d'abord je suis ravi de faire ce podcast avec toi. Alors ma carrière a débuté par une passion en réalité sur la bourse. Très tôt, j'ai voulu aller dans ce secteur et j'ai débuté en tant que sales trader sur les marchés financiers avec tout ce que ça implique. Et puis quand Internet est arrivé, eh bien ma passion est devenue multiple avec Internet et la bourse. Tu étais en France à ce moment-là ? Tout à fait. Donc j'ai tu travaillais commencé pour qui ? ma carrière sur Paris. Alors, tout au début, au niveau de la banque, au niveau du crédit mutuel. Et puis ensuite, je suis passé chez Consors, Okay. C'était on va dire, une période de folie, puisque le site Internet n'était pas encore ouvert, que les gens faisaient la queue en l'an 2000 pour ouvrir des comptes, pour être les premiers à pouvoir investir sur la plateforme online qui avait été lancée début des années 2000. Et qu'est-ce qu'on traitait à l'époque sur Consort ? On traitait tout ce qui est traité sur Euronext. On avait aussi les futurs, évidemment, actions, Varan, certificats turbo. Un peu de Forex aussi. Un peu de Forex et également, mais principalement actions et produits dérivés. Donc, c'était tout nouveau pour tout le monde. Donc, il est clair que pour l'ensemble des traders actifs ou en tout cas des investisseurs qui souhaitaient être actifs sur la bourse, c'était une véritable révolution. Pouvoir intervenir soi-même sur les marchés financiers en temps réel, alors qu'avant, il fallait voir son banquier, il fallait lui demander d'acheter et puis on était exécuté si tout va bien dans la journée, mais souvent le lendemain. Donc, c'était une période assez incroyable. Et là, tu étais trader ? Et là, quand je suis passé chez Consors, je m'occupais du site internet. Ok. En fait, de tout ce qui était produits et services à destination des clients actifs en bourse. Donc, c'était tout ce qui était analyse fondamentale, analyse technique, fournir toutes les informations qui pouvaient être nécessaires à nos clients les plus actifs sur les marchés européens et américains. Donc, c'était une période vraiment incroyable. Ouais. C'était des clients français uniquement. C'était des clients, alors pas uniquement, mais principalement français quand même, oui, effectivement. Okay. On avait sur Paris principalement des clients français, mais voilà. Et donc, j'ai fait ça au sein de Consors, qui était une filiale d'une structure allemande pendant 3 ans. Et puis ensuite, la structure a été rachetée suite à la crise par BNP Paribas. Et donc là, j'ai poursuivi ma carrière au sein de Cortal Consors, voilà, en travaillant pendant toute cette période chez Cortal Consors et BNP Paribas avec nos collègues allemands de Consors Bank, notamment pour l'IT. Donc là, ça a été une longue période avec
des grands mouvements financiers comme 2001-2002, ensuite la crise de 2003 qui a quand même vu une forte consolidation au niveau du secteur. Et puis là, j'ai évolué dans différentes structures de BNP pour offrir toujours des prestations de trading pour les clients investisseurs en bourse, et puis ensuite d'investissement, et puis ensuite de banque au sein de Cortal Consorce jusqu'en 2011. Ok. Voilà, où j'ai pris la décision d'aller en Suisse, où la Banque cantonale vaudoise a fait appel à moi pour développer l'activité de trading au sein de la structure. Ok. Qui était inexistante. Alors, si, ça existait, simplement il fallait faire un relaunch, on va dire, de la structure avec un renaming, et puis s'occuper du B2C et du B2B, puisqu'il y avait une forte partie B2B sur toute la Suisse, qui était un secteur complètement, enfin une zone géographique complètement nouvelle pour moi, Oui, j'imagine. et qui était une expérience assez fascinante, parce que les Suisses sont très proches de la France, mais ont une façon de travailler qui est très différente des Français et même des Allemands. On pourrait croire que c'est très proche, mais de nouveau, c'est pas du tout la même culture, et c'était très enrichissant. Oui, parce qu'en plus, en Suisse, tu as la contrainte linguistique, culturelle, que tu n'as pas du tout en France. Donc ça, c'était également nouveau pour toi. Exact. Et puis la Suisse, c'est un centre, on va dire, mondial, hein. Il y a des gens, des clients du monde entier, beaucoup plus international que peut ne l'être la place parisienne, avec beaucoup de sujets liés effectivement à l'international, et puis avec toutes les particularités de la Suisse, avec les cantons, la force de tous les cantons, qui était une belle expérience pour moi. Donc ça Ouais. a duré effectivement quelques années. Je suis resté pratiquement un peu plus de 8 ans en Suisse, puisqu'après la Banque cantonale vaudoise, je suis allé au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea pour reprendre à Genève la structure Strateo, qui est le courtier en ligne en Suisse. Ça Exactement. appartenait déjà, enfin, ça a été créé par Arkea ou ça a été racheté par Arkea, Strateo? Alors, Strateo appartenait à Kitred Bank Belgique, et Crédit Mutuel Arkea a racheté en 2016 Kitred Bank Belgique, et donc de facto sa filiale succursale en Suisse et au Luxembourg. D'accord. Et donc Strateo, c'était le même type de business que chez Cortal Consort? C'était exactement C'était également, ouais. plus dédié au trading, parce que Cortal Consors avait quand même une enveloppe beaucoup plus large, avec plus de fonds, et puis des aspects, une partie bancaire que n'avait pas Strateo. Mais Mhm. Strateo se développe effectivement sur le trading et l'investissement en bourse, au cœur de Genève, avec cette capacité de recruter des clients évidemment sur toute la Suisse, et puis de servir les clients qui viendraient naturellement parce qu'ils ont envie de venir investir en Suisse. Ok. Et là, tu es sur la même typologie de clients que à la Banque cantonale vaudoise? On avait une clientèle plus internationale, mais toujours la même envie, la même passion des clients qui sont chez ces courtiers en ligne, qui veulent investir d'eux-mêmes, hein. C'est pas en conseil, ils veulent investir Mhm. eux-mêmes, et on revoit toujours les mêmes, non pas les mêmes personnes, mais le même type de personnes, avec le même engagement, la même volonté, voilà, Mhm. d'investir au meilleur moment, de pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, on ne donnait pas de conseils, mais c'était vraiment, voilà, le client utilisait la plateforme comme il le souhaitait, sans qu'on lui donne de conseils. C'est vrai qu'on avait une clientèle plus internationale chez Strateo, et beaucoup plus suisse à la Banque cantonale, tout à fait. Ok, c'est là qu'ensuite tu quittes Strateo et tu rejoins le Luxembourg et Keytrade. Exactement. Début Ça, c'est 2019. 2019. Oui, c'est ça. Voilà, début 2019, je suis, on pourrait dire, monté au Luxembourg pour effectivement reprendre Kitred Bank Luxembourg, et puis apprendre à travailler au Luxembourg avec cette nouvelle culture, ce dynamisme qu'on connaît au Luxembourg, mais quand on n'y habite pas ou quand on ne le connaît pas, on ne l'imagine pas, et Oui. on le perçoit pas. Et Mhm. ça a été ma grande surprise, et voilà, vraiment Positive, surprise positive. positive alors. Exactement, surprise très très positive,
à mon arrivée, de voir tout ce dynamisme au sein de la place luxembourgeoise. Parfait. Écoute, merci beaucoup. C'était très très intéressant d'avoir un petit récap de ton parcours. Alors, en fait, si je t'ai demandé de venir sur FinScale et de nous parler aujourd'hui, c'était pour parler du passé, du présent et du futur. Alors, on va faire peut-être, si tu le permets, un petit passage dans le passé. On a des auditeurs qui sont très jeunes, qui n'ont pas connu cette période-là. Alors, je me suis renseignée sur les dates, je n'en revenais pas et je me suis rendu compte qu'en fait, Cortal, on parlait de Cortal Consort, Cortal a été créé en 85 et à cette époque-là, on ouvrait les comptes des clients par téléphone et courrier. Et ensuite, il y a eu en 94, je m'en souviens très bien, la création de Banque Directe. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. C'était la première banque en ligne française. Alors à cette époque-là, on n'ouvrait pas non plus de compte en banque comme on en ouvre maintenant. Donc je voulais juste que tu nous fasses un petit rewind sur cette expérience client quand tu as commencé ta carrière. Comment ça se passait? Quand on voulait ouvrir des comptes, comment ça se passait quand les clients voulaient trader? Est-ce qu'il y avait des particularités par rapport à maintenant? Est-ce que tu peux juste revenir là-dessus? Alors, la plus grande, le plus grand changement, on va dire, qu'on a pu connaître depuis l'avènement des sites Internet, c'est effectivement le process d'onboarding, d'accueil des nouveaux clients pour ouvrir des comptes, puisque tout au début, il fallait bien évidemment recevoir un certain nombre de documents par papier. Donc, beaucoup de traitements papier euh, au départ, puisque le régulateur à cette époque-là, les régulateurs ne permettaient pas d'ouvrir en fait des prestations autres que via des signatures papier ou via de la documentation papier. Donc ça a Mhm. été l'évolution majeure entre le début et après, puisqu'au niveau des plateformes euh, techniques, on va dire, pour que les clients puissent passer des instructions, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau ergonomique. Mhm. Mais les flux dès le début étaient là, la possibilité de passer du trading en temps réel était là. Donc, on va dire que la fonction principale de la plateforme, elle existait. Ensuite, il y a eu beaucoup d'améliorations, évidemment, que ce soit technologique, sur le plan réglementaire, évidemment également. Mhm. Mais ça a été principalement l'ouverture de prestations pour la clientèle qui a pu se développer via le digital au fil des Ouais. années, alors que ce n'était pas possible au départ. Mais du coup, tes clients à Paris, chez Consort, quand ils ouvraient des comptes, ils devaient envoyer quoi? Des courriers avec leur justificatif de domicile? Comment ça se passait? Exactement, ils devaient envoyer des courriers avec les pièces d'identité signées. Et comme je Ouais. mentionnais tout à l'heure, tout au début chez Consorce, les gens faisaient la queue pour les Parisiens qui étaient là pour ouvrir des comptes, pour pouvoir signer les documents d'ouverture de compte devant Ouais, c'est dingue. l'agence. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. C'était Ouais, fantastique. Mais effectivement, on recevait tous les jours des dizaines, des centaines d'ouvertures de prestations incroyable. qu'il fallait Ouais. vérifier en papier. Et le scan est venu bien après d'ailleurs, hein. Donc, Ah, c'est dingue. oui, ouais, c'était pas du tout dématérialisé comme on dit maintenant. Ouais. Et ensuite, ça a évolué tout doucement. Quand ensuite tu es arrivé en Suisse, j'imagine que là, vous êtes passé, même en France, Même en quand tu as France, quitté. Ouais. exactement, même en France, avant que je ne quitte la France, dès 2010, en fait, le régulateur a permis d'ouvrir des prestations avec un certain nombre de possibilités via le Mhm. digital, selon le type de prestation. Donc ça a été vraiment la première phase qui permettait d'ouvrir des comptes directement online. Ouais. Et ça a été le début effectivement de l'aventure digitale pour le Ouais. onboarding qui Ouais. s'est accéléré ensuite en Suisse, mais c'est venu lentement ensuite après, notamment pour l'identification des personnes, puisqu'au Ouais. début, il y avait toujours quand même une partie papier nécessaire pour l'identification des personnes, Ouais. ce qui n'était pas le cas Ouais. ensuite en Suisse et puis maintenant au Luxembourg et dans la majorité des pays européens Ouais. d'ailleurs. Ok, parfait. Bah, écoute, merci pour ce petit récap passé. Alors, pour en revenir à KeyTrade Bank, je vais quand même avouer à nos auditeurs que Fabien et moi, on a un lien particulier puisque Fabien était mon client pendant quelques mois. C'était très sympa de t'avoir
comme client. Et en fait, la raison pour laquelle j'étais heureuse que tu nous parles aujourd'hui, c'était justement pour parler spécifiquement des ouvertures de comptes en ligne. Alors, c'est sûr que maintenant, avec des acteurs comme N26, Revolut ou autres, on a des acteurs qui ont mis en œuvre tout de suite des onboardings digitaux. Pour une banque comme celle que tu as citée, il y a un setup qui existe, qui est semi-manuel, parfois même encore manuel. Et ce que j'avais envie que tu partages avec nous aujourd'hui, c'est justement tous ces efforts de transformation d'un setup, d'un point de vue également expérience utilisateur, mais principalement aussi en interne, comment on arrive à transformer un setup qui est encore artisanal en un setup 100% digital et une expérience pour le client qui est transformée et qui ressemble voilà, à une app comme on en connaît maintenant. C'était vraiment intéressant que tu nous livres justement tous les challenges que vous avez eu à relever dans les différentes expériences que tu as eues dans ces transfos, tous les challenges que vous avez eu à relever, comment ça s'est mis en place. On va peut-être commencer par Stratéo, enfin comme tu veux, hein, mais je pense intéressant que tu nous livres déjà dans un premier temps les challenges. Comment est-ce qu'on arrive à relever cette transformation et à réussir à transformer l'onboarding client d'un point de vue expérience utilisateur et même en interne? Alors, le point de départ, en fait, de ces différentes évolutions, c'est évidemment l'autorisation par le régulateur et la possibilité d'ouvrir une prestation en ligne avec un certain nombre de critères qui sont définis. Donc, une fois que le régulateur a donné cette autorisation, ensuite, il faut effectivement voir avec quel prestataire vous allez travailler pour permettre cet onboarding. Et le point clé, et ce qu'on voit, je dirais, depuis maintenant peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, mais c'est vraiment criant, le point clé, c'est l'ergonomie. Il faut réellement que lors de l'onboarding, ce soit le plus simple possible. Alors, on est quand même une banque, donc c'est pas quelque, c'est pas quelque chose d'aussi simple que pour Ouais. d'autres acteurs seulement Internet. Nous, on a quand même un certain nombre de contraintes, il faut qu'on pose un certain nombre de questions. Ouais. Néanmoins, c'est un des points clés de limiter au maximum en fait la complexité qu'on pourrait avoir au premier regard de l'ouverture de prestations. Donc ça, c'est le point clé. Et une fois qu'on a choisi son prestataire et qu'on a défini effectivement une ergonomie qui nous semble optimale, ensuite, on peut se lancer sur les optimisations, les développements et permettre à notre clientèle d'ouvrir la prestation via le digital onboarding. Mais Là, c'est vraiment les deux points importants. en termes de justement, c'est ce qui est particulièrement critique, c'est comment passer, comment faire, je dirais, admettre en interne hein, dans les établissements. Avant, tu demandes une liasse d'informations à ton client et dans un digital onboarding, tu vas quand même te limiter à quelque chose de beaucoup plus restrictif, quitte après à retourner vers ton client à demander d'autres éléments. Comment en interne tu parviens à motiver les équipes, assez motivant, mais et puis également d'un point de vue régulateur. Alors, évidemment, quand on se lance dans un projet tel que celui-ci, d'abord, il y a toute la partie conformité, évidemment, et compliance qu'il faut checker, bien sûr. C'est voilà, c'est la première chose à faire. Ensuite, les équipes sont, comme on l'a constaté pendant la crise du Covid, sont en réalité très flexibles. Elles sont même prêtes à aller de l'avant, à faire évoluer les process. Et moi, voilà, je tiens à le signaler aujourd'hui parce que dans le cadre de ce qu'on a vécu pendant le Covid, ça a été quelque chose d'exceptionnel. On a vu une flexibilité incroyable, des remontées d'informations, des optimisations de process liées à une nouvelle organisation qu'on a subie en quelques jours. Et ça, ça prouve une nouvelle fois que c'est grâce aux équipes qu'on arrive à mettre en œuvre des projets aussi ambitieux. Donc, évidemment, dès le début, il faut regarder si le process qui a été envisagé, qui s'appuie sur un prestataire, comme je le mentionne, eh bien, voir ce que ça change en interne. Et c'est là où le projet il doit être réfléchi, j'allais dire, front En to équipe. back to front, de Ouais. A à Z, pour être sûr que l'ensemble des parties prenantes voient un petit peu ce qu'il y a à faire. Et puis, pour revenir sur le point, en fait, il n'y a pas beaucoup moins d'informations que sur le papier. Je dirais que même il y en a plus, puisque le client va remplir un certain nombre de choses sur Internet.
Ouais. Simplement, il y a moins d'erreurs de la part du client parce qu'il remplit sur Internet, on fait beaucoup de vérifications et donc on Ouais. a des dossiers qui sont beaucoup plus qualitatifs quand ils nous arrivent au bout du bout et ils sont plus simples à traiter que les dossiers papier. Donc actuellement, si on sandboard chez KeyTrade à Luxembourg, le client, enfin le prospect va rentrer un certain nombre d'informations au travers de formulaires, va fournir ses documents d'identité, tout en ligne, signé en ligne, et après l'information vous est envoyée directement, et puis vous processez une validation, j'imagine, et vous pouvez ouvrir les comptes. Ça revient à ça le flux à peu près? Alors, le process, évidemment, aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc on reçoit l'ensemble des éléments via informatique dématérialisée, et ensuite on fait Ouais, nos différentes vérifications, que ce soit sur le client, sur un certain nombre de choses, avant d'ouvrir les prestations. Mais en fait, on a digitalisé, et d'ailleurs, c'est même les équipes qui ont fait des propositions avant la crise du Covid de digitalisation pour que ce soit plus simple ouais, sur des checklists, par exemple, des choses qu'on faisait papier auparavant. Et ouais. donc ça permet maintenant, dans le cadre du télétravail, d'être beaucoup plus efficace qu'on ne l'était auparavant. Mais effectivement, on Super. reçoit tout Ouais, dématérialisé ouais. et le process se fait complètement sur nos systèmes informatiques. Oui. Et donc le client, ça met combien de temps à peu près pour tout remplir et tout fournir en ligne? Alors, le client, il lui faut 10 minutes, 15 minutes peut-être pour remplir l'ensemble des éléments. Oui, Ensuite, on va dire que best case, comme on a des badges toutes les heures, on reçoit 1 heure après son ouverture de compte et nous, il nous faut à peu près 24 heures pour ouvrir. Ensuite, en temps normal. Là, ouais, on a connu une explosion du nombre d'ouvertures de comptes ces 2 derniers mois, donc ça a été un petit peu plus super. long, mais en règle Ouais. générale, c'est ça, oui. Et tu constates une amélioration dans la qualité des données ou le temps de traitement du fait de la qualité des données ou pas? Ah oui, oui, bien sûr, Avant, bien après? sûr. Ouais, Quand on fait remplir, par un client directement sur internet, les dossiers qui n'étaient pas complets ou qui étaient mal complétés, on a diminué par, plus de 2, presque 3, la mauvaise qualité des dossiers, reçus. Parce que ouais, comme on fait beaucoup de contrôles quand le client remplit son questionnaire, ouais, évidemment par internet, c'est beaucoup plus simple et le dossier qu'on reçoit, il est, pratiquement toujours complet. ouais. Et vous étiez libre dans le setup vis-à-vis d'Arkea ou enfin, comment ça s'est passé vis-à-vis du groupe? Oui, bien sûr, le groupe laisse à chaque entité locale de voir avec les acteurs, selon le régulateur, selon les spécificités locales, avec qui il serait préférable de travailler. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, on a fait appel à Finoji pour avancer pour le digital onboarding pour qu'ils traitent Banque Luxembourg. Ok. Et alors, en termes de mise en place, de setup, est-ce que tu as des lessons learned? Est-ce que tu as des éléments donc tu avais précisé au départ de revoir les flux pour alléger hein, pour le client et également discuter avec le régulateur? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu auras en tête pour une entité qui souhaiterait mettre en place ce type d'onboarding? Puisque si tu regardes en fait dans les principaux besoins des entités régulées en ce moment, le digital onboarding ressort en tout premier. Est-ce qu'il y a des éléments, des conseils que tu pourrais donner pour une entité qui souhaite se lancer dans la mise en place d'un setup, transformer un setup semi-manuel ou artisanal en un setup 100% Eh ben, digital? il faut tout de suite impliquer ceux qui travaillent dans les process, ce qui permet d'éviter beaucoup de difficultés dans le futur. Donc, c'est un des Oui. points clés, hein, je mentionnais tout à l'heure, c'est d'impliquer voilà, ceux qui sont tous les jours dans les process, qui savent exactement ce qu'ils doivent remplir, les impliquer dès le début pour ne rien rater au niveau du process. En revanche, ce Mhm. qu'il faut, c'est découper toutes les tâches pour pouvoir avancer et surtout, à chaque fois, voir non pas les exceptions, parce qu'il y a toujours beaucoup d'exceptions, mais néanmoins, vous pouvez automatiser bien souvent 80 à 90% des process et il faut se concentrer là-dessus et pas se concentrer forcément au départ sur les process qui pourraient en fait nécessiter de la complexité dans le système. Parce que Mhm. la digitalisation, pardon, c'est réellement la simplification des process. Et pour que ce soit simple, il faut se focuser sur voilà, les grands modèles qui sont simples, sans exception. Ok. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je vois le temps qui tourne. Je surveille tout le temps ma montre.
Alors, je voudrais juste terminer sur la stratégie digitale que vous définissez chez KeyTrade. Je lisais, enfin, je suis le blog d'un monsieur qui s'appelle Patrice Bernard. Je trouve qu'il a des réflexions intéressantes. Et j'ai lu récemment un post qu'il a fait sur CaixaBank, Bank, qui avait mis en place un outil en interne d'apprentissage automatique pour en fait assesser des individus dans le cadre de l'évaluation du risque de crédit. Est-ce que chez KeyTrade, vous avez en tête ce type de solution? Est-ce que vous avez des chantiers en cours ou prévus en termes de digitalisation, que ce soit en interne ou, enfin, je dirais, au sein de vos équipes ou vis-à-vis des clients? Alors, vis-à-vis des clients, on a déjà travaillé sur des innovations telles que notre robot advisor, hein, qui a été lancé au sein de KeyTrade Bank Luxembourg, qui est basé sur un modèle, si vous voulez, qui va optimiser les investissements, toujours revu évidemment par des personnes derrière. Donc, on a fait cette innovation-là pour nos clients. Ensuite, il y a eu le digital onboarding. Et aujourd'hui, on est plus sur l'automatisation de process internes. On l'a parlé, ça peut être les crédits, le check des risques via des algorithmes ou un certain nombre de process qui sont automatisés, qui nous permettent de suivre en temps réel certains risques ou d'avoir des modèles d'optimisation. Donc ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles on travaille pour ne pas avoir à solliciter des équipes tout le temps à retravailler sur des sujets qui peuvent être automatisés. Donc on le voit, hein, c'est un des objectifs aussi, c'est d'essayer d'automatiser tout ce qui peut l'être avec l'aide des équipes, bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Écoute, on arrive tout doucement vers la fin. Je voulais juste, en dernier lieu, avoir ton opinion sur l'évolution du secteur bancaire d'une manière générale, parce que en fait, on lit beaucoup de choses, hein. On lit que la big tech va remplacer les banques. On lit que tout le monde va devenir une banque. Je sais pas, Uber devient une banque, Airbnb devient une banque, ou alors que la blockchain va remplacer les banques. Enfin bref, je voulais avoir ton opinion sur le sujet. Quels sont les principaux enjeux de ton point de vue sur la banque et notamment la place des banques plus traditionnelles, historiques actuellement? Comment tout ceci, de ton point de vue, va évoluer? Alors, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les néobanques qui ont lancé un certain nombre d'innovations, de simplification dans les process, notamment pour les moyens de paiement. Le modèle aujourd'hui que l'on voit dans toutes ces néobanques, c'est clair que c'est plus simple, ça a été créé from scratch. En revanche, à ce stade, leur business model n'est pas encore complètement validé. On voit qu'aujourd'hui, elles ne donnent pas une échéance à court terme dans les 2-3 ans de rentabilité pour la majorité de ces néobanques. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, l'ensemble de la prestation, avec nos obligations réglementaires et de conformité, le risque est là, bien évidemment, et ne nous semble pas un risque, on va dire, imminent que Airbnb fasse une banque et prenne tout à coup une énorme part de marché. Donc, on verra comment ça se passe. Mais clairement, les jeunes utilisent les néobanques, hein, pour voyager, pour voilà, faire du change ou autre. Mais hormis ça, je pense qu'ils sont néanmoins attachés à leur banque, je dirais, classique, universelle, je ne sais pas comment trop l'exprimer, quand ils souhaitent épargner ou utiliser voilà, un compte d'épargne ou autre. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton éclairage. Avant de nous quitter, ça me ferait plaisir que tu nous partages une lecture liée à l'innovation, à la finance qui t'aurait marqué, ou éventuellement, je ne sais pas moi, un blog ou des newsletters. Je dirais, j'en ai vu deux intéressants. Il y en a un, c'est Leading Digital par George Westerman. En fait, c'est intéressant parce que ce livre permet de voir un petit peu comment vous allez pouvoir évoluer au sein d'un système, comme tu le mentionnais tout à l'heure, peut être une banque ou d'un système old, vers effectivement un système plus digital. Donc, c'est vraiment comment on peut utiliser la technologie pour se transformer. Certaines fois, on pense un peu trop technologie, mais la transformation dans les structures comme les nôtres
nécessite de partir de la base et de voir quel type de technologie on peut utiliser pour évoluer. Donc, je dirais que ce serait le premier livre. Et le deuxième qui est intéressant parce que c'est une revue de beaucoup de technologies ou de mutations en fait de l'activité actuelle, c'est Revue d'économie financière. Et dans ce livre, en fait, il y a d'Olivier Klein et Jean-Paul Paulin. Et il y a chaque chapitre, en fait, détaille une évolution, une innovation, dans l'activité, en fait, dans le secteur de la finance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut visualiser dans certains chapitres quelque chose qui va toucher votre société quand vous êtes une banque, une assurance, un courtier ou autre, puisqu'il y a différents domaines qui sont traités. Voilà, c'est les deux livres qui sont intéressants. Et le dernier, parce qu'on peut choisir, en fait, notamment sur le site kern.info, on peut choisir en fait le chapitre qui nous intéresse. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, on peut suivre KeyTrade principalement via le site internet, LinkedIn. Et toi, on te suit sur quoi si on veut se connecter avec toi? Vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a aucun problème, à fabien.vrignon@keytradebank.lu. Ok, parfait. Je laisserai tous ces détails-là sur le résumé de l'épisode sur le site de FinScale. En tout cas, Fabien, je te remercie pour ton temps. Tu voulais peut-être juste encore ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Merci beaucoup déjà pour cette innovation de ton côté, de ce podcast. C'est très intéressant de l'avoir fait dans notre secteur financier qui dans cette période travaille encore et toujours. Et effectivement, quand on est au cœur du secteur financier, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'innovation, il y a énormément de mouvements au sein des banques et on ne le perçoit pas toujours de l'extérieur. Donc, merci à toi pour cette initiative. C'est un plaisir. En tout cas, à très bientôt et puis courage avec cette fin de confinement. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!